Oui, donc écoutez, je suis content de partager une nouvelle émission avec vous et avec de nouveaux invités. Donc Pierre que je connais, Marc Roux que je connais aussi un peu, puisque j'étais dans le public hein, à l'occasion de la première conférence de l'Association française de transhumanisme en janvier 2011. Hein, bon, puisque je m'intéresse au sujet depuis une vingtaine d'années. Voilà. Ensuite, on en rediscutera à l'occasion d'une autre émission, puisque essayons de rester sur le sujet de ce soir, sur l'état profond. Moi, je vais aborder les choses plutôt sous l'angle de mon domaine d'expertise, hein, c'est-à-dire finalement l'ingénierie sociale et donc tout ce qui tourne autour du management ou de la sociologie des organisations. Hein, et puis de la communication c'est plutôt ces sujets-là. Après, il y a effectivement d'autres sujets, enfin d'autres manières d'aborder le sujet. Ah, attention, Et pardon, la parole est terminée. Voilà. Merci, oui, c'est une petite habitude à prendre, effectivement. Pierre, je te propose pour la suite. Oui, bonjour. Eh bien, je vais, durant cette émission, essayer d'évoquer les événements historiques qui permettent de comprendre pourquoi cet état profond existe. Alors, évidemment, il y a la situation actuelle qu'il faudra voir, mais aussi expliquer les origines profondes, les ramifications, pourquoi il y a une élite qui a émergé et qui a imposé ses vues de manière discrète. Il y a des noms pour cela, il y a des recherches sérieuses qui ont été faites par des auteurs, par des universitaires français, anglais, allemands et bien d'autres américains. Et donc, il faut s'appuyer sur leurs travaux. Et c'est souvent la réunion de différents morceaux de puzzle qui permet d'avoir une idée générale. Souvent, à titre personnel, je l'ai remarqué, cela se complète pour avoir une vision générale de la situation et de l'origine de l'état profond. Voilà, j'ai fini. Bien, l'état profond, c'est d'abord s'intéresser à l'histoire. Et l'histoire est un véritable roman, et quand on s'y intéresse, comme je l'ai fait, parce que il y a un côté vivant, il y a comment dire, je crois que c'est Guizot, le ministre français Guizot, qui disait que vous voulez lire de l'histoire, intéressez-vous au roman de l'histoire, roman national. Et ce qui m'a toujours frappé dans les événements historiques, que ce soit en France ou peu importe des pays, c'est qu'on observe toujours une minorité qui agit. Croire que c'est la masse de la population qui impose ses vues est une erreur. Elle est souvent le jouet d'une élite. Il y a un auteur que j'aime, qui s'appelait Oscar Wilde, qui disait, d'une manière un peu lapidaire, l'opinion publique n'existe que là où il n'y a pas d'idée. C'est un peu sec, mais quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours quelques hommes et quelques femmes qui vous déterminent l'avenir d'un pays, et souvent, leurs noms ne sont pas connus. Et c'est ça qui m'a frappé quand j'ai fait, par exemple, mes études d'histoire, de sciences politiques. Il y a des personnages éminemment importants qui ont déterminé l'avenir du monde, et on ne les connaît pas. J'aurai l'occasion, durant ces échanges tout à l'heure, de citer par exemple un homme qui est encore plus important pour la construction européenne que Jean Monnet ou Schuman, qui s'appelle Joseph Ratzinger. Qui le connaît? Quasiment personne, et pourtant c'est la figure de proue de la construction européenne. Donc, je serai amené à essayer d'expliquer à partir de faits, parce que ça aussi c'est le problème, c'est que malheureusement dans la dissidence, il y a beaucoup de propos, des divagations, des propos qui ne reposent pas sur des recherches. Et il faut s'appuyer sur des faits authentiques qui sont vraiment ciblés, des recherches universitaires, mais il faut surtout, et ça j'insiste là-dessus, s'intéresser aux travaux de toutes les personnes, peu importe ses idées. Il faut avoir l'avis des personnes avec qui on est en règle générale d'accord, mais aussi l'avis des personnes dont on ne partage pas les opinions, parce qu'il faut toujours connaître l'opinion adverse. Et il faut toujours jongler avec différents paramètres pour essayer de reconstituer un puzzle. Et chaque morceau de puzzle doit être authentifié par une recherche universitaire. Vraiment, il y a un côté bénédictin. Et avec ça, on arrive, je prends toujours cet exemple, l'exemple d'un puzzle à 1000 pièces. Si vous n'avez que 800 pièces du puzzle, certes, il vous en manque 200, mais vous avez déjà une vision du paysage. Vous savez si vous avez affaire à un paysage de montagne ou un paysage de bord de mer. Et là, dans cette histoire,
je vais essayer, à partir de preuves, de références exactes, à apporter des informations et je serai surtout curieux d'entendre les arguments et les propos des invités. Voilà, j'ai fini. Donc, d'où je parle? Alors bon, moi, la base de ma formation, c'est la philosophie, hein, et la base de la philosophie, bah, c'est Platon, hein, c'est-à-dire, en fait, bon, avant Platon, il y a les présocratiques, hein, mais bon, fondamentalement, on considère que c'est Platon et Aristote qui ont vraiment posé les bases de la philosophie occidentale. Platon, dans son œuvre, met en scène Socrate contre les sophistes, hein, souvent. Enfin, c'est l'essentiel, hein, des dialogues de Platon mettent en scène donc un idéaliste, hein, Socrate, qui entre dans des joutes verbales, dans des joutes oratoires contre des pragmatiques, hein, qui sont les sophistes. Les sophistes ne se posent pas la question de la vérité, ils se posent la question de l'efficacité. Donc tous les moyens sont bons pour gagner une joute verbale, hein, et donc en fait, on voit deux paradigmes de pensée, hein, qui apparaissent, hein, celui finalement des stratagèmes, des stratégies, la ruse, hein, tout ce qui tourne autour, hein, des coups tordus, etc. Et puis de l'autre côté, donc ça c'est incarné par les sophistes, et puis donc opposé aux sophistes, Socrate qui représente la quête de la vérité pour elle-même, hein, la quête de la vérité idéale et des idées pures. Et en fait, bon, Platon, évidemment, hein, penche pour son maître, hein, évidemment, hein, il essaye de valoriser le rôle de cette recherche désintéressée de la vérité. Mais j'ai toujours trouvé que finalement, en fait, les sophistes étaient peut-être plus, enfin, moi, me paraissaient plus sympathiques que Socrate. Bon, c'est peut-être parce que je suis un peu tordu aussi, hein, mais bon, en tout cas, ils incarnent le point de départ d'une tradition qu'on va retrouver chez Machiavel et qui finalement, bon, existe aussi déjà dans la nature, hein, parce que les animaux aussi adoptent des comportements de ruse, des comportements donc de camouflage, des comportements donc consistant en fait à se cacher. Et en fait, c'est toute cette zone, cette dimension-là qui fait en fait une espèce de nébuleuse de connotation autour de la notion d'état profond, hein, puisque finalement, l'état profond, c'est quoi? C'est un état dans l'état, mais un état caché à l'intérieur de l'état visible. Donc moi, je suis venu sur cette question de l'état profond depuis, hein, la notion de stratagème, hein, ou de ruse en politique, parce que je trouve que c'est une notion qui n'est pas suffisamment étudiée, hein. On étudie les idées pures, mais on n'étudie pas suffisamment tout ce qui relève du stratagème. Et bon, c'est ma façon d'aborder la question. C'est pour ça que je suis allé sur l'ingénierie sociale, hein, puisque l'ingénierie sociale, c'est précisément enfin, c'est quasiment synonyme en fait de piratage, hein, des esprits, mais au service d'un travail de reconfiguration, hein, des esprits. Voilà. Alors, l'état profond. Pour illustrer cet état profond, on va faire quelques références, enfin s'appuyer sur des références historiques, et en particulier sur le monde germanique et le monde anglais. Je me suis intéressé à la chose. Pour comprendre la situation actuelle, il faut vraiment connaître les racines profondes. Et le XVIe siècle est une époque vraiment très importante parce que c'est le moment de la réforme, la Renaissance, et d'une Angleterre qui va jouer un rôle capital dans le domaine politique, économique et religieux, et dans le domaine aussi juridique, en raison de sa politique impériale. Et vous avez, par exemple, Henri VIII, qui donc, roi d'Angleterre, va se proclamer chef de l'Église anglicane, se détacher de l'autorité romaine, et sa fille Élisabeth Ier va continuer dans cette lignée. Je rappelle que Élisabeth Ier meurt dans les années 1602-1603. Et une chose qu'il faut toujours voir, étudier, pour s'intéresser à tout ce qui est état profond, ceux qui ont vraiment le pouvoir, il faut s'intéresser aux sources de financement. Qui finance, commande. Ça, c'est une règle d'or. Dans l'histoire de l'humanité, vous avez deux choses, l'argent et le sexe. Quand vous enlevez ça, il ne reste plus grand-chose. Bon. Les sources de financement au XVIe siècle, pour la royauté anglaise, proviennent de groupes financiers issus de la diaspora juive qui a été expulsée d'Espagne en 1492 avec Isabelle la catholique. Et cette diaspora s'était installée aussi dans l'Empire ottoman, mais aussi beaucoup
aux Pays-Bas, enfin les Pays-Bas qui allaient devenir les Provinces-Unies, hein, c'est le nom de l'époque, mais aussi la partie nord de la France ou de l'actuelle Belgique, Anvers par exemple. Et ces gens-là ont financé la politique anglaise au XVIe siècle. Alors tout de suite, je le dis, mes références, entre autres, c'est le grand historien anglais Cecil Rhodes, R-O-T-H, qui était professeur d'université à Oxford, mais qui est aussi le patron de la prestigieuse revue Encyclopædia Judaica, qui a expliqué tout ça, et c'est absolument passionnant. Et voyez-vous, je tiens à le dire, ce sont des sujets délicats, il ne s'agit pas d'être excité là-dessus, il faut essayer posément de voir les faits, qui a fait quoi. Et donc s'appuyer sur des recherches d'universitaires qui ont établi des informations de première main. Et cette royauté anglaise, au XVIe siècle, va peu à peu sécréter une élite, alors qui existait avant, mais une élite obéissant à des critères se référant au protestantisme. Et cette idée de réussite matérielle, réussite de l'homme qui est bien vu de Dieu parce qu'il a réussi matériellement. Et les choses prennent forme surtout dans la première moitié du XVIIe siècle. Et lorsqu'on parle de l'état profond, le premier, à ma connaissance, à utiliser cette expression état profond, c'est un Anglais qui s'appelait Robert Boyle. Il ne va pas dire état profond, il va utiliser quelque chose de similaire. Il va parler dans une lettre de 1646, qui est toujours, enfin la lettre a été conservée, je crois qu'elle est à Oxford, cette lettre, d'un groupe aidant le gouvernement anglais dans sa politique. Et ce groupe secret qui constitue l'État profond, il l'appelle, je cite, le Collège invisible. C'est dans sa lettre de 1646. Et le groupe, les recherches qui ont été faites universitaires pour connaître la composition de ce groupe, il y a quelques noms qu'on a trouvés. Et en fait, la figure de proue, c'était un nommé Samuel Hartlib. Chose intéressante, cet Anglais en fait était un Allemand, mais travaillant en Angleterre. Et on a donné un nom à ce cercle, le cercle de Hartlib. Et quand Robert Boyle parle du Collège invisible, en fait, c'est le cercle de Hartlib. Et ce qu'on voit en Angleterre, on le voit à peu près à la même époque, première moitié du XVIIe siècle, au sein du corps germanique, avec ce qu'on appelait le cercle de Tübingen, comme le nom de la ville, où vous aviez une élite luthérienne germanique qui est à l'origine de l'élaboration essentiellement de 3 documents, à partir de 1614 et 1515, etc. Le premier, alors c'est en latin, s'appelle la Fama Fraternitatis, la deuxième, la Fama Confession, et la troisième, les noces chimiques de Rosenkreuz, qui est un personnage mythique. Et ce cercle de Tübingen, on connaît véritablement qu'un nom parmi ses représentants. Il s'appelait Johann Valentin André. C'est vraiment la crème de la crème du monde germanique état profond. Et ce milieu-là était en contact étroit avec le cercle de Hartlib, le fameux collège invisible, comme disait Robert Boyle. Et donc, on est donc la première moitié du XVIIe siècle. Et on va avoir un événement capital dans l'histoire anglaise au XVIIe siècle, c'est la mise à mort, la décapitation du roi d'Angleterre Charles Ier en 1649, à l'instigation du Lord Protecteur Cromwell, et qui impose une dictature, etc. On ne sait pas en fait, que l'Angleterre a été à un moment donné une dictature. Mais ce Cromwell n'était pas tout seul, il était entouré de personnages importants que j'ai cités, comme Samuel Hartlib, Robert Boyle, etc., mais aussi d'un certain John Dury. Dury, je crois que ça s'écrit D-U-R-Y. Personnage éminemment important, qui était calviniste et qui va jouer un rôle en particulier dans un événement clé qui permet de comprendre le rôle, entre autres du Forum de Davos aujourd'hui, le monde de la City de Londres, de Wall Street. Il va jouer un très grand rôle, ce John Dury, auprès de Cromwell pour favoriser le basculement de la puissance financière hollandaise, en fait, qui était ces Juifs venant d'Espagne après l'expulsion de 1492, basculer des Pays-Bas, enfin les Provinces-Unies de l'époque,
à la City de Londres. Et côté de cette communauté hollandaise, le grand meneur s'appelle Menasseh Ben Israël. Et là aussi, il faut lire les travaux de Cecil Rhodes, de cet universitaire, ils sont passionnants, il n'y a pas que lui, hein, mais entre autres. Et il va avoir un accord entre Cromwell et Menasseh Ben Israël, entre autres avec l'appui de ce fameux John Dury qui fait le lien entre les deux, où finalement, comment dire, il y a eu un événement très important dans ce sens que les représentants juifs de cette époque, des Pays-Bas, Provinces-Unies, disent que les minorités juives sont répandues partout dans le monde, sauf en Angleterre, parce qu'elles ont été expulsées d'Angleterre au XIIe siècle, je crois, par Édouard I ou II, je n'ai plus la numérotation, et que la diffusion des populations juives, définitivement, et entre autres leur installation en Angleterre, permettra de lancer la rédemption messianique. C'est ce qu'ils disent, fait que rapporter leurs propos. Et Cromwell, qui est un puritain, adepte de l'Ancien Testament, parce qu'il faut toujours comprendre que les faits historiques s'appuient sur des référents religieux et philosophiques, Thomas Cromwell et les personnes qui l'aident, John Dury entre autres, étant des partisans fanatiques de l'Ancien Testament, vont obéir, vont accepter de faire venir ces populations juives, ces élites financières juives en Angleterre, et donc on va avoir l'installation de la puissance financière marane en Angleterre, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des années 1660 par là, 1670. Vous allez avoir ensuite la fameuse glorieuse révolution de 1688 qui permet l'installation définitive d'une monarchie protestante avec Guillaume d'Orange, avec l'appui financier de riches juifs portugais, comme disait Cecil Rhodes. Et puis ensuite, ça se finalise avec 1694, la création de la Banque d'Angleterre. Et vous allez avoir un droit qui va être élaboré en fonction de ces référents financiers pour permettre à l'Angleterre de mener une politique impériale de conquête des mers. Donc vous avez un mariage entre une oligarchie financière juive venant d'Espagne, installée pendant un certain temps aux Pays-Bas, Provinces-Unies de l'époque, avec la royauté d'Angleterre, qui avait basculé dans le protestantisme, et en raison d'une communion de pensée entre l'Ancien Testament et ces dirigeants juifs des Pays-Bas, il y a eu le lancement de la politique anglaise de conquête des mers à partir du XVIIe siècle, et évidemment, qui va s'accélérer au cours du XVIIIe siècle. Voilà, j'ai fini. Alors, en général, on dit que la notion d'État profond est d'origine turque. Et que, en fait, c'est-à-dire que ça servirait à qualifier, en s'appuyant sur l'exemple de l'État turc, ça servirait à qualifier une partie, une fraction inapparente de l'État turc. Hein, c'est pour ça qu'il est dit profond, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible au premier regard, hein, il est dissimulé, il est caché derrière l'État apparent. Alors bon, c'est ce qu'on appelle aussi un État dans l'État ou un État parallèle. On peut appeler ça aussi le complexe militaro-industriel, enfin on peut appeler ça de divers noms. Certaines personnes disent que cet État profond turc, hein, qui va nous servir d'exemple, hein, pour commencer, était en plus donc plus ou moins contrôlé par les Dönme, hein, qui sont en fait comment dire ça, c'est un peu une sorte de secte, hein, judéo-islamique, fondée donc au XVIIe siècle par Sabataï Tsevi, hein, qui était donc un juif qui s'est converti à l'islam, donc qui a produit une sorte d'hybride en fait, hein, judéo-islamique, et qui a colonisé progressivement le cœur de l'État turc. Bon, voilà, donc tout ça, effectivement, ça excite l'imagination. Bon, il y a des sources historiques incontestables, hein, pour parler de tout ça, hein, c'est parfaitement sourcé. Mais
mais bon, c'est effectivement après, bon, la difficulté, c'est de savoir de déterminer précisément l'extension hein, des réseaux hein, de ce type, hein, qui sont en fait des réseaux occultes au cœur du pouvoir, mais qui en fait ne sont pas, ne doivent rien, en fait, n'ont pas de compte à rendre au public. Hein, c'est-à-dire que c'est une subdivision au sein de l'administration. Au sein de la haute fonction publique. C'est un peu comme des services secrets, mais qui n'auraient pas d'existence officielle, qui n'auraient pas d'existence légale. Hein, et bon, tout ça, évidemment, ça évoque hein, tous les réseaux de type maçonnique. Évidemment, dès qu'on aborde ces sujets-là, hein, automatiquement, on risque hein, d'avoir l'estampille complotiste, conspirationniste. Bon, pourtant, ça correspond à des réalités. Il se trouve que, toujours pour faire des liens un peu, que effectivement ces réseaux de l'État profond turc, donc ce sont, enfin les 2 de mai, hein, ont donné naissance, probablement, du moins, se sont en fait associés, donc bon, au réseau de Kemal Atatürk, hein, qui étaient des réseaux maçonniques. Hein. Tous ces réseaux cultivent finalement une philosophie qu'on pourrait résumer d'un mot, c'est le progressisme, qui prend ses racines philosophiques peut-être au XVIIIe siècle, hein, avec les Lumières, mais en fait, bon, fondamentalement, c'est une constante de l'esprit humain. Hein, je veux dire, enfin, pour ne pas justement en fait hein, m'enfermer hein, dans une approche, on pourrait dire un petit peu ésotérique. Je vais essayer d'élargir hein, la problématique pour l'aborder de manière générale, pour essayer en fait bon, comment dire, de définir qu'est-ce qui surdétermine quoi. C'est-à-dire que là, en l'état actuel des choses, je pense que, par exemple, si on aborde la question du transhumanisme, bon, c'est l'expression hein, d'un certain progressisme technophile. Bon, je pense que ce progressisme technophile peut être effectivement relié à une tradition philosophique qu'on peut faire remonter hein, aux Lumières et à l'émergence de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, avec donc les prolongements hein, en Turquie hein, et dans cet état profond turc. Bon, là, j'essaye de faire une synthèse un peu de tous les sujets hein, qu'on a déjà commencé à aborder et que nous aborderons encore. Donc, mais bon, à titre personnel, je ne pense pas que le progressisme soit une invention d'un état profond, quel qu'il soit. Je pense que de toute façon, en gros, bon, nous sommes de toute façon plongés, hein, c'est notre condition humaine, dans un rapport à l'outil, dans un rapport à la prothèse, dans un rapport en fait à l'objet qui nous prédestine en quelque sorte à aller à un moment ou à un autre vers l'hypothèse transhumaniste. En ce sens, bon, voilà, on assiste peut-être à un dévoilement en ce moment, hein, avec notamment le livre de Klaus Schwab, enfin les 2 livres hein, sur la 4e révolution industrielle ou la grande réinitialisation, qui proposent des approches cybernétiques hein, de la politique, où on ne distingue plus véritablement entre le vivant et le non-vivant. Hein, il parle de fusion du numérique et du biologique. Bon, tout ça peut être effectivement comme il rattaché à une philosophie progressiste et technophile de type maçonnique, hein, qui serait l'apanage, hein, qui serait la philosophie d'un état profond agissant hein, derrière les apparences de l'état officiel. Mais je pense qu'en réalité, ce qu'on appelle l'état profond, en fait, c'est finalement tout simplement un club, ou du moins ce sont des gens qui sont en quête de pouvoir. Or, le pouvoir le pouvoir est, enfin, comment dire ça, n'est pas donné, mais enfin, le pouvoir est optimisé hein, par la technoscience. Je vous invite à repenser hein, au film de Stanley Kubrick, donc 2001, l'Odyssée de l'espace, qui met en scène hein, une histoire de la course aux armements, mais qui est tout aussi bien une histoire de la technique et tout aussi bien l'histoire de l'humanité, hein, en fait, hein, où dans un premier temps, donc des australopithèques hein, découvrent qu'il est possible d'être plus fort en utilisant un os de tibia.
c'est-à-dire c'est un premier outil. Et donc là, la course aux armements est lancée. Attendez, il y a le chat privé qui s'affiche à chaque instant. Excusez-moi, je suis obligé de le. Il détourne un peu mon attention. En fait, tous les individus et toutes les organisations en quête de pouvoir, à un moment ou à un autre, de toute façon, vont se poser la question de cette course aux armements qui est intrinsèquement technophile. Et qui en fait oriente comment dire les idées, qui orientent la philosophie de ce groupe de pouvoir vers une attitude progressiste, qui s'oppose donc au conservatisme. Mais le problème du conservatisme, c'est qu'il a tendance à se désarmer lui-même, justement en refusant d'enregistrer les effets d'optimisation de la puissance par le travail technique sur les armes, sur les nouvelles armes. On voit qu'en fait, fondamentalement, c'est l'État profond qui, de toute façon, développe les nouvelles armes. Toujours, c'est l'État profond qui écrit l'histoire. Enfin, c'est-à-dire, c'est le complexe militaro-industriel qui fait avancer l'histoire en travaillant, en faisant de la recherche d'avant-garde sur les nouvelles armes qui permettront de se protéger, mais aussi d'attaquer. Et au cœur de cet état profond qui est tout aussi bien un complexe militaro-industriel, nous trouvons donc des gens de pouvoir qui ont parfois besoin de s'organiser sur la base d'un mythe fondateur, de type ésotérique éventuellement, voire occultiste, sachant que vivre dans ce type d'univers a des implications psychologiques, ça modifie votre psychologie, c'est-à-dire que vous apprenez à vivre de manière un peu schizophrénique, c'est-à-dire en étant tout le temps dissocié entre finalement votre activité professionnelle qui est invisible aux yeux du monde, et puis votre existence publique, familiale ou amicale, etc. Donc au bout d'un moment, de toute façon, c'est comme n'importe quel agent secret, vous êtes dissocié. Entre votre quête de puissance qui doit être dissimulée aux yeux du public et votre existence mondaine, votre existence dans le monde, votre existence exotérique qui va s'opposer à votre existence ésotérique. Et là, je prends les termes au sens étymologique. C'est pour distinguer ce qui est visible de ce qui ne l'est pas. Je m'arrête là pour l'instant. De toute façon, il me reste que 2 secondes, je crois. Donc, j'ai fini là pour l'instant. Oui, je voudrais dire en fait que l'apparition d'un état profond comme l'apparition du transhumanisme, en fait, n'ont pas besoin de complot, fondamentalement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lié à l'apparition d'un état profond, c'est-à-dire d'une part invisible aux yeux du grand public, c'est quasiment une fatalité. Et de la même manière, le transhumanisme, en fait, est quasiment une fatalité également. En fait, il est difficile, en fait, de considérer de renoncer en fait à soutenir les rapports de force au niveau géopolitique. Et donc, c'est pour ça que tous les complexes militaro-industriels du monde, tous les États profonds du monde travaillent, par exemple, sur le soldat augmenté, c'est-à-dire sur l'augmentation des capacités des soldats avec donc les éventuelles retombées civiles. C'est-à-dire que en fait fait avancer la recherche, c'est toujours l'État profond pour soutenir le rapport de force avec les autres États profonds, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul état profond sur Terre. Quelqu'un disait ça tout à l'heure. Finalement, il y en a plusieurs et qui sont engagés dans des rapports de force. Donc, on peut modéliser ça avec la théorie des jeux. C'est-à-dire qu'il y a des diverses sortes d'interactions. Il y a des interactions coopératives, mais très souvent, les interactions humaines sont concurrentielles et conflictuelles. Et donc, en fait, n'importe quel individu ou n'importe quelle organisation engagée dans des rapports de force, c'est-à-dire en fait n'importe qui, en réalité, puisqu'on est toujours dans des rapports de force, à un moment donné, va se poser la question de la ruse, des stratagèmes, de la dissimulation,
d'où l'apparition quasi naturelle d'une dimension cachée en fait du pouvoir. C'est-à-dire que là, de donner comme exemple le prédateur qui se camoufle dans les hautes herbes pour ne pas être vu de sa proie. Bon, là, on a déjà le point de départ de l'état profond. C'est-à-dire, en fait, l'amélioration, comment dire ça, plus exactement, une stratégie comportementale qui va me permettre de gagner un rapport de force. Là, en l'occurrence, mettre le grappin, attraper une proie. Les rapports de force donc peuvent être effectivement soutenus dans un espace euclidien géométrique où tout est visible, mais la plupart du temps, on se rend compte que parfois il faut effectivement cacher au moins ses intentions, voire cacher son apparence physique. C'est le principe du camouflage, qui est un principe de base de tactique militaire. Et ça commence avec le cheval de Troie. Qui est d'ailleurs en fait une expression utilisée par les pirates informatiques. Donc voilà, donc tout ce qui s'apparente à la ruse, au stratagème, etc., donc à la dissimulation, fait partie intégrante de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire de l'expression de sa volonté de puissance depuis toujours. Voilà, et ça commence dans le règne animal. Donc, il y a une fatalité de l'apparition de l'état profond, comme il y a une fatalité du transhumanisme, c'est-à-dire que dans la mesure où les deux sont liés, en fait, c'est-à-dire que assumer sa volonté de puissance, soutenir les rapports de force, ça veut dire travailler sur des armes qui me permettront de gagner le conflit, ou au moins de faire match nul, de ne pas le perdre, c'est-à-dire avec des armes défensives. Et donc là, on voit effectivement que toutes les recherches menées autour même de l'intelligence artificielle et du soldat augmenté aboutissent de toute façon à modifier la nature humaine. Et c'est en ce sens que, bon, moi, si je m'intéressais comment dire, oui, je vois Marc qui dit qu'il y a un Larsen dans mon micro. Il y a peut-être parce qu'il y a plusieurs micros ouverts. Voilà. Donc voilà. Bon, la technique ne marche pas toujours. Donc moi, c'est un peu, en quelque sorte, l'objection que je fais au transhumanisme, que je considère comme de toute façon faisant. Enfin, c'est un peu l'histoire de l'humanité. On peut difficilement, comment dire, ne pas. Enfin, comment dire, on peut difficilement être entièrement technophobe, mais je pense qu'il faut être aussi sceptique sur la technophilie. Bon, il y a un concept là d'un auteur de la nouvelle droite qui s'appelle Guillaume Fay, qui avait formulé le concept d'archéofuturisme, qui permet, à mon avis, de commencer en fait à conceptualiser une critique pertinente du transhumanisme de l'intérieur. Alors, j'essaie de répondre un peu à toutes les personnes, tous les intervenants. L'état profond, la forme moderne de l'état profond, c'est fin 19e siècle avec Cecil Rhodes, avec la table ronde, avec dans le cas du Commonwealth d'ailleurs. Et je pense par exemple au transhumanisme et à tout ce qui va avec, et aussi une forme d'eugénisme. L'eugénisme est une forme aussi, rentre dans ce jeu-là. Je rappelle que la première réunion en faveur de l'eugénisme, la promotion de l'eugénisme, c'est en 1912 avec Lord Balfour à Londres. C'est intéressant parce qu'il faisait partie de ce groupe de l'état profond. Il y a une chose, je pense à la remarque de Marc, des groupes de pression. L'éducation nationale, effectivement, est un groupe de pression, et on pourrait dire aussi le syndicat du livre en France sont des groupes de pression. Mais pour l'état profond, c'est vraiment, je veux dire, la racine. Voir les personnes qui ont été choisies par des élites, dont on ne connaît pas toujours les noms d'ailleurs, pour favoriser une politique. Voyez-vous, je vais vous citer deux exemples. Le premier exemple, la Pan-Europe. La Pan-Europe s'était lancée dans les années 1920 par un certain Richard de Koudanov-Kalergi. Alors vous avez la maison mère pour la Pan-Europe, puis vous avez des subdivisions nationales françaises, allemandes, italiennes, espagnoles, etc. Et la Pan-Europe est en faveur de l'unité européenne dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Eh bien, je dis ça pour information, pour les personnes qui voudraient voir les choses de manière plus profonde. J'ai publié dans mon livre aux origines du mondialisme, aux éditions Culture et Racines,
les membres de la Pan-Europe France dans les années 2000, ben, il y avait Raymond Barre, il y avait Jacques Chirac, Hélène Carrère d'Encausse, Alain Juppé, Michel Barnier. Et ces représentants de la Pan-Europe France, ben, certains, on les retrouvait au Forum de Davos, et en particulier Raymond Barre. Raymond Barre, qui faisait partie dans les années 80 du Forum économique en faveur du développement économique planétaire dans le cadre du Forum de Davos. Donc on voit que vous avez des sélections d'hommes et de femmes qui jouent un rôle premier. Et là aussi, on se rend compte de l'influence de ces personnes-là, comme par exemple Klaus Schwab, le Forum de Davos. En 1992, il y a 31 ans de ça, ils ont sélectionné une quinzaine de personnes susceptibles d'obtenir ou d'atteindre des hauts niveaux. Et par exemple, ils avaient en 1992 sélectionné une jeune Allemande, une Allemande à l'origine d'Allemagne de l'Est, inconnue au bataillon, une certaine Angela Merkel. Ils avaient sélectionné aussi en 1992 un certain Gordon Brown, ou bien aussi un Tony Blair, qui allaient devenir tous les deux premiers ministres anglais. Vous aviez aussi un jeune politicien français ambitieux qui avait été sélectionné par le Forum de Davos en 1992, un certain Nicolas Sarkozy. J'ai mis la liste dans mon bouquin des origines du mondialisme, et c'est là où on est, à titre personnel, admiratif de ces gens-là qui sont capables de repérer des poulains, si je puis dire, capables d'aller assez haut. Et il y a une chose qui m'a toujours amusé en 2007, c'est de voir des gens dits de droite voter pour Sarkozy en disant que c'était le moins pire, alors qu'ils votaient exactement pour quelqu'un qui avait été sélectionné par le Forum de Davos. Donc c'est toujours ironique de voir finalement comment on peut canaliser le vote des gens en leur donnant une apparence de liberté, de choix, alors que les poulains qui ont été présentés à l'électorat français en l'occurrence a été en fait choisi. Et le phénomène qu'on voit en France est pareil en Allemagne, en Italie, etc. Et ces fameux young leaders qu'on voit, que ce soit pour la fondation franco-américaine, la French American Foundation, ou bien pour la fondation France-Chine, bien là aussi on voit une sélection année après année, peu importe les partis politiques, de quelques hommes et quelques femmes. Et c'est là on voit véritablement que les dés sont pipés, que la démocratie est un leurre, parce que les gens qui ont été choisis pour être donc élus à des postes importants, en fait, ont été déjà sélectionnés par des élites, Forum de Davos, mais on pourrait citer aussi l'Institut Berggruen, qui est très puissant, et donc la Fondation franco-américaine. Et on voit aussi le même phénomène côté russe, si j'ai le temps d'en parler. J'ai fini. Voilà, parce que, allez, j'y vais. Donc, oui, tout à l'heure, Marc parlait, disait qu'il appartenait à l'état profond en évoquant, en fait, ce qu'on pourrait appeler une forme d'inertie bureaucratique de la part des profs qui, en quelque sorte, s'exercent leur pouvoir passivement, en fait, en refusant finalement d'obtempérer ou de réaliser tout ce que les ministres ont décidé de manière hiérarchique. Alors effectivement, donc là, ça me donne un tremplin en fait pour rebondir sur les questions justement de sociologie des organisations, notamment un auteur comme Michel Crozier, qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que l'État profond, certes, est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Il souffre des mêmes lourdeurs ou des mêmes inerties bureaucratiques que tout le monde, que l'État non profond. C'est-à-dire que, en fait, quand je dis les mêmes lourdeurs, les mêmes inerties, voire les mêmes pathologies qui viennent surdéterminer le fonctionnement de toutes les organisations, puisque les membres de l'État profond, qu'ils soient dans les services secrets, qu'ils soient, quelle que soit leur idéologie, ça reste des humains de toute façon. Donc, à partir de là, ils souffrent des mêmes problèmes, voire plus, puisque de fait, leur vie est clivée. Leur existence est clivée entre l'appartenance
à cet état profond de type service secret ou de type société ésotérique et leur vie publique, sachant qu'ils doivent mentir, ne pas tout dire à leurs proches, ce qui évidemment a un impact sur la sensibilité et sur le comportement au quotidien. Ce qui suppose aussi parfois des phénomènes de toxicomanie aussi, qui vont être, qu'on va retrouver, qui seront, qui est un phénomène typique des milieux de pouvoir, en particulier dans les milieux du pouvoir justement invisibles, ou du moins dans les milieux du pouvoir de type service secret ou autre, où on rencontre effectivement des phénomènes de compensation psychique par rapport à un mode de vie qui n'est pas finalement très sain ou très naturel. Mais l'exercice du pouvoir, et encore une fois, c'est la condition humaine, l'exercice du pouvoir réclame, suppose, nécessite une part d'opacité. Le pouvoir ne peut pas être entièrement transparent. La transparence totale du pouvoir est impossible. L'idéal démocratique est totalement utopiste. À partir d'un certain seuil, le pouvoir n'est plus transparent. Et ne serait-ce que tout simplement parce qu'il y a des formes de spécialisation. Et donc, il va y avoir en fait une diversification de la société qui va aboutir à justement de l'absence de transparence dans le champ social. C'est-à-dire que dans une tribu de 15 personnes, ou de 300 personnes, tout le monde connaît tout le monde. Dans les sociétés de masse et dans les organisations de masse, y compris de type État profond, eh bien, il y a, tout le monde ne connaît pas tout le monde, et en plus, il peut y avoir des rivalités entre tel ou tel individu ou entre tel ou tel service. Bref, il peut y avoir des rivalités entre non seulement l'État profond et l'État officiel, mais aussi à l'intérieur même de l'État profond, qui viennent en quelque sorte subdiviser l'État profond à la manière de schisme, en quelque sorte, au sein de l'organisation. Comme on parle de la guerre des polices, par exemple, où il y a des rivalités entre tel et tel service qui aboutissent parfois en fait à des drames ou à des faits divers ou à des attentats. Les gens bien informés disent que, par exemple, l'affaire Mohamed Merah, fondamentalement, c'est le résultat de rivalité entre services de police. Donc, ce serait le résultat d'une guerre de police, avec des gens qui dissimulent l'information à leurs collègues pour des raisons narcissiques ou de satisfaction narcissique, ce qui aboutit en fait ensuite à des sortes de cercles vicieux informationnels et qui peuvent aboutir à des ratés, à des échecs, etc. Donc, il ne faut jamais perdre de vue que les organisations, même apparemment les mieux organisées, souffrent de toute façon des mêmes faiblesses que toutes les organisations humaines. Je connaissais quelqu'un qui faisait une étude là-dessus sur la perception asymétrique du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, on se perçoit, nous-mêmes, on perçoit nos faiblesses et on se perçoit toujours comme moins bien organisés que les autres. Et donc, il y a une tendance, en fait, à surestimer l'organisation et surtout la puissance ou le pouvoir et surtout l'homogénéité des organisations adverses ou même des organisations autres, tout simplement. Et il peut y avoir comme ça une sorte de fantasmatique sur l'état profond qui aboutirait à le voir comme monolithique, avec des membres qui seraient tous solidaires, tous frères, et qui avanceraient, qui agiraient comme un seul homme. Il y a dans l'état profond et dans ses subdivisions et dans ses nuances le même bordel, les mêmes histoires, les mêmes problèmes que partout ailleurs. La différence, c'est que ça peut avoir des conséquences plus graves, évidemment, que dans une tribu amazonienne au fond des bois, dont les actions, même désorganisées, en fait, n'auront de conséquences que pour elles-mêmes, en réalité. Oui, une chose, une remarque juste de Lucien, l'état profond, et il y a des subdivisions, il y a des rivalités internes. Et j'allais dire, heureusement pour nous, ils ne sont pas tout puissants. J'ai une expression pour ça, c'est l'enfer divisé contre lui-même.
Ils se tapent entre eux. Il y a des rivalités d'ordre politique, économique, énergétique, financière et spirituel. Et ça, on le voit en particulier dans la situation actuelle, entre ce qui se passe entre la Russie de Poutine et puis l'Occident. Déjà, on a eu un exemple avec Trump. Trump fait partie d'une faction qui défend les États-Unis, mais États-Unis faisant partie du nouvel ordre mondial, mais en tant que pilier important et non pas dissous dans le nouvel ordre mondial. Un élément révélateur, dans le bureau de la Maison-Blanche, quand Trump était président, il avait comme portrait le portrait du président américain Andrew Jackson, qui a été président de 1829 à 1837. Et ce n'est pas l'effet du hasard. Il faut savoir que le président Andrew Jackson était franc-maçon, donc il faisait partie de l'État profond, des élites maçonniques de son époque. Mais Andrew Jackson, à son époque, s'est opposé à la politique de la City de Londres qui voulait soumettre les États-Unis à la City de Londres. Et s'y opposer, on a essayé d'ailleurs de l'assassiner, et on voulait à son époque mettre en place une Fed avant l'heure, qui n'a vu le jour qu'en 1913 d'ailleurs. Et ça, il s'y opposait, et il s'est si bien opposé à la chose que lorsqu'il est mort, il avait demandé qu'on mette sur sa tombe la formule suivante: j'ai tué la banque. Bon, pour vous dire qu'il avait une certaine haine à l'égard de ces gens-là. Et c'est cette chose-là que Trump est dans cette filiation d'un monde, d'une faction maçonnique qui cherche à maintenir les États-Unis en tant que pilier important du nouvel ordre mondial. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il avait une certaine amitié, ou en tout cas entente avec Poutine, qui lui défendait et défend toujours un monde multipolaire. Et Poutine a toujours voulu que la Russie fasse partie du nouvel ordre mondial. Il a toujours dit, il y a entre autres son fameux article dans la revue Izvestia de 2011, que j'ai fait traduire, où il dit qu'il est pour un nouvel ordre mondial, mais multipolaire. Et en face, l'autre faction anglo-saxonne, c'est-à-dire les Biden, les Obama et les Clinton, eux, sont pour un monde unipolaire. Donc ce sont des bagarres entre clans, des factions de l'État profond, côté américain, côté allemand, côté russe. Là aussi, le monde germanique est subdivisé entre une branche pro-américaine et une autre pro-russe. Petit détail, j'ai souvent dit qu'il faut à tout prix connaître le passé pour essayer de mieux comprendre et saisir les événements actuels. Il faut lire les mémoires du chancelier Bismarck. Et il évoque, dans les années 1850, l'existence de deux factions parmi les élites allemandes. Une faction qui était pour la Russie, et Bismarck était dans cette voie-là, et une autre faction qui voulait, je répète, c'est les années 1850, collaborer avec les élites anglaises pour démembrer l'État russe. 1850, démembrer l'État russe entre la Grande Russie et la Petite Russie. Petite Russie, l'expression à l'époque, c'était l'Ukraine. Donc, vous voyez la permanence de ces bagarres entre clans. Quand on lit les mémoires, enfin, pensées, souvenirs de Bismarck, dans les années 1850, il y avait déjà ces rivalités entre clans des États profonds, allemands, russes, etc., et anglo-saxons, dans la politique, par exemple, à l'égard de la Russie. Donc, vraiment, il faut s'intéresser à ça et associer et bien comprendre, peu importe la tournure d'esprit qu'on peut avoir, que le fond de cette histoire, de ce nouvel ordre mondial, s'appuie sur des référents philosophiques et religieux. Et il y a un côté civilisationnel, et Poutine s'inscrit dans une tendance spirituelle qu'on peut appeler la tradition primordiale, c'est-à-dire le respect de toutes les religions. Tradition primordiale, c'est le précepte qui consiste à dire qu'il y a à la base une vérité commune à toutes les religions, qui sont ensuite vérités subdivisées en différentes religions, différence de forme et non pas de fond. Alors que donc un peu le respect des valeurs naturelles, alors que le monde occidental, c'est le wokisme, c'est l'LGBT, c'est la négation des valeurs naturelles. Donc bien comprendre aussi que au sein des élites anglo-saxonnes et au sein des élites russes, vous avez des bagarres entre des bagarres pour des raisons d'ordre matériel, mais aussi spirituel. Voilà, pour faire court. J'ai fini. Un exemple d'état profond pour répondre à cette personne, Joseph Ratzinger.
Joseph Ratzinger est un personnage éminemment important, un Polonais d'origine. Il est né à la fin du 19e siècle et est mort en 1960 ou 61 dans ces zones-là. Pourquoi je cite Joseph Ratzinger? Lorsqu'on parle de la construction européenne, on parle souvent de Jean Monnet, Schuman, Koudanov-Kalergi, qui sont des personnages éminemment importants. Eh bien, Joseph Ratzinger, en fait, c'est le plus important de tous. C'est lui qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a lancé tous les instituts favorisant la construction européenne. D'abord, il a prononcé au mois de mai 1946 un grand discours à Chatham House. Chatham House, c'est ce fameux institut anglais son équivalent américain, c'est le CFR, le Council on Foreign Relations, ces deux instituts qui sont nés au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui sont nés à l'instigation des fils spirituels de Cecil Rhodes. Et donc, Joseph Ratzinger a prononcé un fameux discours en mai 1946 pour le lancement de la construction européenne, et c'est lui qui est à l'origine de la mise en place des instituts ou organismes qui ont lancé la construction européenne. Par exemple, le mouvement européen était officiellement présidé par un Anglais qui s'appelait Duncan Sandys, donc on est dans les années 1946, 47, 48, et en fait, Duncan Sandys, pour la petite histoire, était le gendre de Winston Churchill. Donc déjà, on sait que le vrai patron, c'était Churchill, c'était pas Duncan Sandys. Mais celui qui a lancé ce mouvement européen, c'est Ratzinger, et d'ailleurs, il en était son secrétaire. C'est lui qui a lancé le fameux institut dont le nom m'échappe pour la coopération étroite entre la construction européenne et le monde américain. Et l'institut en question était dirigé par un ancien patron des services secrets américains, l'OSS, William Donovan. Et c'est lui, Joseph Ratzinger, qui est à l'origine du lancement vraiment officiel en 1948 avec le Congrès de la Haye. Congrès de la Haye, qui était présidé par Winston Churchill, qui vraiment lance la construction européenne, enfin qui va devenir quelques années plus tard la CE. Et je vais vous donner une petite référence pour les personnes qui nous écoutent. Vous pouvez avoir des informations tout à fait officielles et des archives de qualité en vous appuyant sur les archives de l'Union européenne, et je vous donne l'adresse du site www.cvce.eu, et vous aurez en particulier, s'ils ne l'ont pas enlevé, la dernière fois je l'ai vu, le fameux document signé de la main de Joseph Ratzinger où il lance le fameux Congrès de la Haye de 1948. C'est le même Joseph Ratzinger qui est à l'origine de la création du Bilderberg. Voilà, il en était même son secrétaire jusqu'à la mort. Voilà. J'ai fini. Ne pensez-vous pas qu'on se dirige tout droit vers un État totalitaire qui suit le processus induit par l'État profond? Ces lois se dirigent vers un transhumanisme sous le contrôle IA-homme. Oui, Lucien, je t'en prie. Oui, je vais donner mon point de vue là-dessus. En fait, effectivement, depuis mars 2020, c'est assumé par Klaus Schwab là, dans son livre sur la grande réinitialisation, nous sommes dans un processus d'imposition, enfin, ou du moins d'implémentation, plus exactement, d'une dictature transhumaniste, où en fait, la technoscience va encadrer totalement les moindres faits et gestes de l'espèce humaine. C'est une sorte de crédit social chinois, mais bon, peut-être encore plus englobant, peut-être encore plus enveloppant et encore plus contraignant, qui se met en place. Et en fait, c'est pas du tout lié en fait à un état profond, dans la mesure où rien n'est dissimulé, puisque Schwab en parle, et bon, Elon Musk en parle, enfin tout le monde en parle en réalité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la notion, le terme de transhumanisme, qui était réservé peut-être à des informaticiens de la Silicon Valley, ou alors des originaux comme Marc ou comme moi, puisqu'on s'y intéresse depuis un certain temps. Aujourd'hui, ça commence à être dans la bouche de chacun, en fait. Tout le monde en a entendu parler, plus ou moins. Donc, effectivement, donc là, je pense que attendez, il y a encore un message qui distrait mon attention. Donc oui, voilà, effectivement, oui, non, mais ça se fait au grand jour, en fait. Il n'y a plus d'état profond, il n'y a plus de complot, il n'y a plus rien. Ce sont les structures du capitalisme industriel qui, en fait, commencent à encadrer le développement du vivant comme un tuteur, vous voyez, comme le tuteur d'une plante, qui, en fait, organise à la place de la plante, le développement de la plante.
puissante. Bon, la technoscience va commencer à organiser le développement de nos corps, et voire peut-être même les remplacer définitivement un de ces jours. Pierre Hillard, pense-t-il que la Grande Guerre va bientôt commencer? Je vais vous donner la date. Là, je plaisante. Non, évidemment, personne ne peut connaître la date. Alors, je vais vous dire d'abord une petite remarque ce qui a été dit tout juste avant. Ne jamais oublier que ce qu'on connaît, ce que le Forum de Davos défend, ce fameux Great Reset, c'est la grande réinitialisation. Il faut savoir que cela repose sur un fond philosophique et religieux. Et je vais vous donner le mot. Dans la Kabbale, cela s'appelle le Tikkun Olam. Le Tikkun Olam, c'est littéralement la réparation du monde. Et c'est si vrai que vous avez la revue Time qui, en septembre 2021, a présenté sur la couverture de sa revue la planète Terre avec un échafaudage et des ouvriers sur cet échafaudage en train de réparer la planète Terre. Et le dossier se faisait en liaison avec Klaus Schwab. Donc bien comprendre que le premier mot qu'il faut savoir et comprendre ensuite les conséquences matérielles et qui vont avec, c'est que la grande réinitialisation s'appuie sur la référence de la Kabbale, le Tikkun Olam. Et là, pour répondre à cette question de la guerre, évidemment, je serais bien incapable de vous donner cette guerre, mais simplement, on assiste actuellement, on pourrait définir cela par la magie du chaos. La magie du chaos entre l'Occident et de l'autre côté le monde russe et chinois, où la tension monte de plus en plus, que ça soit l'Ukraine, bon ça on le sait, que ça soit aussi Taïwan, que ça soit l'Iran, Israël. Et en fait, dans la mentalité de ces super élites, que certains appellent même supérieurs inconnus, eh bien, la finalité, c'est d'aboutir à un chaos pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Et vu ce qui se passe actuellement, on s'y dirige à grands pas en sachant qu'il y a un krach financier qui est en cours, qui a déjà commencé. La Silicon Valley Bank en Californie a donné le ton. Il y a ce qui se passe aussi Crédit Suisse, la Deutsche Bank. En fait, il y a même notre ami Jacques Attali, qui il y a quelques jours de ça, a annoncé un krach financier pour l'été 2023. Il dit même le mois d'août. Alors, mois d'août, mois de septembre, peut-être janvier 2024, peu importe, mais il dit l'été 2023. Vu que c'est un homme qui est quand même bien renseigné, s'il a annoncé un krach financier, c'est en fait une volonté de la part des élites de passer une étape supérieure, c'est-à-dire l'effondrement du système pour lancer le grand principe, la grande mesure qui est la mise en place des monnaies numériques. C'est-à-dire que l'effondrement permettra ensuite de passer l'étape supérieure pour justifier la mise en place des monnaies numériques, c'est-à-dire la soumission complète de l'humanité à la numérisation. Je rappelle que Vladimir Poutine fait la même chose en Russie. J'ai fini. Je vais faire très court en fait. Bon, là il faut étudier un peu l'épistémologie. Bon, c'était ma marotte quand j'étais étudiant en philosophie. L'épistémologie, c'est l'histoire des sciences ou c'est la philosophie des sciences. Donc c'est pas de la science pure. C'est en fait un regard critique sur les sciences et le fonctionnement de la science. Bon, et un principe de base de l'épistémologie, c'est-à-dire en fait de la science, c'est que tout ce qui est faisable sera fait. Voilà, sans aucune retenue, y compris en termes de conséquences humanitaires ou humanistes. C'est pour ça que le transhumanisme, en fait, est notre destin, de toute façon. C'est-à-dire la transformation de la nature humaine est notre destin, par la transformation de la nature humaine par la technoscience. C'est-à-dire que l'être humain est un être de culture par nature. Et donc la culture, c'est-à-dire en gros la science, quoi, ou pas que la science d'ailleurs, mais je veux dire, la science est un effet de la culture. De toute façon, il y a un phénomène comme ça d'effet boomerang, de retour réflexif sur la nature, qui modifie la nature. C'est une boucle de rétroaction. La cybernétique est entièrement fondée là-dessus. Et on retrouve des boucles de rétroaction à peu près partout. Merci. Non, mais voilà, bon, le problème, c'est que ça me plaît pas, en fait. C'est-à-dire que ce destin ne me convient pas. J'ai une tendance conservatrice, je sais pas, une tendance, en fait. C'est pour ça, bon, le concept d'archéofuturisme me parle, en fait. C'est pour essayer de sauver la nature humaine sans renoncer au progrès technique, sachant que le progrès technique
permet justement de soutenir les rapports de force dans le champ militaire, mais en règle générale de toute façon. Bon. Et donc, la position du gouvernement russe, bon, enfin oui, il y a des transhumanistes en Russie, parce qu'il y en a partout, tout simplement, sauf au fond de la forêt amazonienne. Mais on ne lutte pas contre l'OTAN avec des arcs et des flèches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si la Russie veut soutenir le rapport de force militaire avec l'OTAN, elle a tout intérêt à travailler sur le soldat augmenté, sur les armes, enfin sur les bombes atomiques, sur les missiles hypersoniques, etc. Et tout ça, en fait, fait avancer le schmilblick, fait avancer la technoscience et aura un jour ou l'autre des conséquences, en fait, des retombées civiles. Voilà, et donc en fait, c'est pour ça, en fait, c'est le progrès technique, progrès entre guillemets, l'avancée technique est décentralisée. Ça, c'est une grande leçon de la théorie des jeux. Les choses avancent par des interactions concurrentielles. Et le transhumanisme aussi. Voilà. Donc maintenant, il faut réussir à trouver une place dans tout ça. Voilà, je m'arrête là. Merci. Oui, merci beaucoup, Lucien. Écoute, peut-être Pierre, justement, sur la Kabbale. La dernière réponse à l'intervenant. Une intervention rapide. Bon, la Kabbale, pour faire court, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme qui existe depuis 2000 ans et en fait qu'on retrouve sous d'autres termes dans la Bible hébraïque sous les noms de Obot et Lidonim. Et on retrouve même l'idée de Kabbale, de transhumanisme dans la Kabbale. Ça s'appelle le golem. Le golem, c'est la version transhumaniste avec les moyens plus réduits de l'époque. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de la part de ces transhumanistes de faire de l'homme un homme-dieu et de plonger dans le grand tout, de l'homme-esprit, selon la formule des martinistes. C'est ça la finalité. Et d'ailleurs, il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi cette volonté d'implant dans les cerveaux humains. Et ça a été annoncé de la manière la plus nette je crois que c'est The Economist de 2020 ou 2021, où ils ont sur la couverture mis la pièce de monnaie, dans le cadre des monnaies numériques, et au cœur de cette monnaie numérique, ils ont mis un implant électronique. Et ça, vous avez toujours les Elon Musk et consorts qui développent ce principe. Donc, en fait, la Kabbale va de pair avec le transhumanisme. C'est un golem amélioré, la technique en plus. Et il me semble que dans le monde russe, il y a, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est Avatar 2045 qui joue un rôle aussi dans la promotion du transhumanisme. Et c'est intéressant de voir que le monde occidental et le monde russe qui s'opposent, finalement, poursuivent les mêmes ambitions avec des rivalités internes au sein de ces élites oligarchiques. C'est l'enfer divisé contre lui-même. J'ai fini. On aborde justement cette question de la monnaie qui a suscité pas mal de commentaires. Est-ce que la monnaie numérique mise en place en Chine et en train de se mettre en place en Russie va devenir mondiale et sceller nos vies? Car sans le liquide, nos libertés seront bafouées. Qui a envie de répondre à cette question? Oui, Pierre, je t'en prie. Rapidement, pour la Chine, le yuan numérique, le processus a été lancé en février 2022, donc il y a un an. Pour la Russie, alors ça vient d'être lancé, ils veulent mettre en place le processus de lancement d'un rouble numérique à partir de 2024. L'information est récente. Et en fait, ça va encore plus loin puisqu'ils veulent mettre un rouble en fait numérique, mais eurasien, dans le cadre de l'Union économique eurasienne. Et la chose a été promue directement par, j'ai l'information, directement promue par Vladimir Poutine, en liaison avec la mise en place d'un passeport numérique. C'est-à-dire que le passeport numérique, et ça il a demandé à son ministre donc, du numérique, en liaison avec le FSB, c'est-à-dire les services de renseignement, que ce passeport numérique soit mis en place en liaison avec le lancement d'un rouble numérique. Ça, je vous dis, l'information, je l'ai, en fait, parce que je sors un livre au mois de juin sur le monde russe, et donc j'ai eu les informations. Et ça va de pair donc avec la mise en forme d'un rouble numérique, mais aussi étendu à toute l'Union économique eurasienne, c'est Russie, Kazakhstan, etc. Ce principe de numérisation est un phénomène
puis pareil en Europe, pareil pour l'Union européenne, pareil aux États-Unis, pareil en Inde, où il y a aussi une roupie numérique qui est en train d'être lancée. Et finalement, ça va de pair avec, dans le cas par exemple de l'Union européenne, de la mise en place d'un portefeuille numérique. On aura tout, que ce soit permis de conduire, carte d'identité, etc., carte vitale. Et on observe le principe avec différents degrés d'exécution dans tous les pays du monde. Et en fait, on aura ce que j'appelle une numérisation planétaire avec des rivalités internes entre Océania, Eurasia et Estasia, comme le disait Orwell. Mais finalement, on aura une humanité soumise. Parce qu'à partir du moment où des personnes rebelles au système seront soumises non plus à l'argent liquide, mais au numérique, eh bien, on déplaira fortement donc aux élites dirigeantes qui appuieront sur un bouton et on sera littéralement coupé de toute forme d'achat. Déjà, on a l'exemple en Chine où vous avez pour se déplacer, obligé d'acheter certaines choses via un yuan numérique. Eh bien, lorsqu'il y a eu des manifestations dernièrement en Chine, ils ne pouvaient plus le faire, ne serait-ce que par exemple acheter un ticket de métro ou de train, parce qu'ils avaient été coupés du secteur numérique chinois. Donc en fait, c'est l'esclavage à l'état pur pour toute personne qui refusera le système sera automatiquement éjectée. Sera un pauvre R. Donc, c'est vraiment le meilleur des mondes dans toute son horreur qui arrive. Voilà. Merci. Alors, non, il n'est pas possible de sortir de l'état profond. Enfin, du moins, c'est-à-dire qu'en réalité, bon, si vous sortez d'un état profond, c'est pour entrer dans un autre. Voilà, pour dire les choses clairement. C'est-à-dire que les rapports de force, hein, je reviens toujours là-dessus, hein, parce que c'est vraiment, en fait, l'environnement hein, dans lequel nous sommes est entièrement structuré par des rapports de force. Et donc, entre état profond, enfin, je veux dire, entre hein, volonté de puissance individuelle ou d'organisation. Et donc, si vous quittez si vous voulez contester un état profond, ce sera au moyen d'un autre état profond. Hein. Il est possible peut-être de trianguler des conflits entre les états profonds hein, pour qu'ils s'entretuent. Hein, mais de toute façon, si ensuite vous sortez, enfin, si vous prenez le pouvoir à votre tour, vous développerez vous-même un état profond. C'est-à-dire que vous serez amené hein, à dissimuler un certain nombre de choses aux yeux du public pour exercer votre domination sur autrui. Parce que voilà, c'est tout, on est dans des sociétés de masse, hein, faut arrêter de rêver. C'est-à-dire qu'on n'est plus justement dans des familles élargies ou dans des clans où la démocratie peut être directe hein, et participative. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans des sociétés où le pouvoir est délégué et avec une spécialisation des tâches et avec de l'opacité hein, dans la visibilité du champ social. Et, donc, je me répète, mais la dissimulation fait partie de l'exercice du pouvoir dans les sociétés de masse, et ça commence très tôt. Et donc, de ce fait-là, en fait, il faut renoncer hein, à une espèce d'âge d'or hein, qui précéderait la corruption. Hein, parce que, bon, il y a évidemment des connotations associées à cette notion d'état profond, hein, qui sont donc les cachotteries, la dissimulation, les stratégies, la ruse, et tout ça est synonyme de corruption, hein, dans une vision un peu angélique ou un peu idéalisée de la vie en société. Mais bon, en réalité, la corruption est présente à chaque instant et depuis toujours. Et donc, la souveraineté, c'est forcément celle d'un État profond contre un autre État profond. Voilà, donc pour retrouver notre souveraineté, nous devons contrôler l'État profond. Mais inutile de rêver d'en finir avec les États profonds, vous voyez parce que, bon, là, quand je dis État profond, c'est synonyme hein, de coup tordu, de ruse, de dissimulation. Non, en fait, c'est toujours c'est la loi du plus fort hein, sur Terre, et c'est comme ça et ça ne changera jamais. Et c'est comme ça depuis toujours. Et il faut savoir aimer ça.
Je suis content d'avoir revu Pierre. Enfin, on se connaît en dehors d'Internet. Je suis content d'avoir repris contact quelque part avec Marc Roux, puisque bon, enfin, j'avais suivi l'actualité de votre association pendant quelques années. Et puis bon, après d'autres choses m'ont préoccupé, etc. Mais disons que mon intérêt pour le transhumanisme ne se dément pas, et même en fait, bon, il n'a fait que croître ces 3 dernières années. Et je serais assez désireux de participer à vos activités pour en fait tout ça, enfin essayer, bon, enfin voilà, de vous proposer mon point de vue qui en fait se nourrit d'une vingtaine d'années de réflexion sur la question. Donc si ça, enfin on pourrait refaire une émission comme ça, et ou sinon bon se voir en dehors d'Internet également si vous êtes accessible, enfin parce que là vous êtes à l'étranger là, c'est ça en ce moment. Enfin mais bon, enfin on peut se croiser un de ces jours. Voilà. Donc je pense que en fait ben voilà, c'est très fructueux quoi, ça permet de mettre en contact plein de gens, remettre en contact, garder le contact, voilà, je crois que c'est tout ça, et tout ça dans le respect effectivement. Alors c'est le fait que ce soit minuté, qu'il y ait un temps de parole minuté, un chronomètre, c'est pas mal aussi parce que bah voilà, ça permet de structurer, de canaliser les choses, et je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, donc j'ai fini. Je disais que je suis vraiment content d'avoir participé à ces échanges, parce qu'il faut toujours connaître des avis soit qui vont dans le sens de ces idées, mais aussi des avis divergents. Et c'est vraiment une qualité et à comment dire, à favoriser. Simplement, ce qu'on peut dire, la situation actuelle en 2023, là, on est véritablement dans un basculement. Les choses, désormais, comme on dit, il y a une expression en français, les ponts sont coupés. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, c'est le passage d'un monde ancien à un monde nouveau. Le monde issu de 1945, il est en train de mourir. Il y a la volonté de mettre en place un monde multipolaire avec une numérisation complète, et ça à l'échelle planétaire, et cette chose-là m'effraie parce que c'est l'esclavage à l'état pur. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on sera dépendant du bon vouloir de l'oligarchie dans tous les domaines, et que toute personne rétive à leurs ordres, à leur volonté, eh bien cette personne-là sera éjectée, deviendra un pauvre air perdu. Je vous invite à regarder ce feuilleton anglais des années 1967-68, Le prisonnier, de Patrick McGowan, qui est dans une société, le village, une société parfaite, enfin apparemment parfaite, où il n'y a pas d'enfants. Et la société, tout le monde a un numéro. Le patron officiel, c'est-à-dire le patron, le chef d'État de ce village, c'est numéro 2. Et en fait, le but de Patrick McGowan, qui est un espion qui a été envoyé de force dans ce village, est de découvrir le numéro 1. Et à la fin, il le découvre, et le numéro 1, en fait, a une tête de singe. Et je ne sais pas si vous connaissez la signification religieuse. Dans la signification religieuse, Satan est le singe de Dieu. Car le fond de l'histoire, c'est que nous vivons dans un monde profondément satanique, avec l'histoire de la grande réinitialisation. Merci.